Avignon, 31 mars 2013, pour le retrait de la loi travail. Son passage de prise de parole de 3 syndicalistes devant la commission des affaires sociales le 30 mars. Francis Angéi de la CGT. Ce qui ne convient pas aussi bien dans la version 2 que dans la version 1, c'est que ce projet de loi, donc en fait, il porte comme philosophie que les droits et les garanties des salariés devraient s'effacer derrière les impératifs économiques et les intérêts financiers. Et c'est bien une réalité, ce qui est visé, c'est, encore une fois, la baisse du coût du travail, avec le salarié qui devient une variable donc d'ajustement, une variable de déflation si on le traduit en termes économiques, puisqu'on ne peut plus avoir de déflation monétaire de manière à conquérir des parts de marché. Et cette philosophie, effectivement, elle est tout à fait à l'opposé de ce qu'est le droit du travail, ce qu'est le code du travail, qui n'a jamais qui visait à rééquilibrer le lien de subordination donc entre l'employeur et le salarié, qui n'a jamais été non plus, contrairement à ce qui est dit, les droits, les protections et les garanties, un frein à l'efficacité économique, hein. Et c'est même l'inverse. La norme en la matière n'est pas un frein. Et les assouplissements, et ça a été dit, hein, la loi de 2008 sur modernisation du marché du travail, 2013 sécurisation de l'emploi avec rupture conventionnelle qui battent des records, avec donc les plans de maintien de l'emploi qui sont un échec, et alors qu'on veut les développer. Donc toutes ces mesures d'assouplissement, de flexibilité n'ont pas amélioré la situation de l'emploi, ça se verrait. Aujourd'hui, on bat des records sur toutes les catégories en termes de chômage. Par contre, elles ont, oui, et c'est le cas des exemples européens, on ferait bien de les analyser avec attention, elles ont accru la précarité, et elles ont touché donc la précarité des salariés pauvres, elles ont touché premièrement, et tout particulièrement, les jeunes et les femmes, dans les mesures où ces flexibilités ont été mises. On l'a dit, et je vais revenir sur des points essentiels, donc, et je partage, on est sur une nouvelle architecture des relations sociales. Oui. Qui, avec une loi qui fixe des grands principes, avec des accords, une négociation collective qui fixe donc en fait le droit, et un volet supplétif qui va fixer un minima inférieur, et je partage, inférieur à ce que la loi donc prévoit aujourd'hui. Et dans la partie écrite sur l'indemnisation des heures supplémentaires, on est sur un supplétif de 10%. On peut dire qu'aujourd'hui, les dérogations via les accords de branche le permettent aussi, mais on n'est pas sur un plan d'égalité, puisqu'en éloignant le lien de subordination avec une négociation au niveau de la branche, il n'y a qu'une branche, et Jean-Claude Maillet l'a dit, qui applique une indemnisation de 10% aujourd'hui. Donc on sera bien demain sur un recul et une régression sociale en matière d'indemnisation donc des heures supplémentaires. C'est un exemple sur la première partie écrite. Et on Franck Mikula, CFE, CGC. De notre point de vue, le dialogue social devait être renforcé au niveau de la branche, parce que c'est bien là que se construisent les lois de chacune des professions. Sans redire tout à fait ce qu'a dit Jean-Claude tout à l'heure, la ministre nous a interrogés plus précisément en nous disant « Expliquez-nous pourquoi il y a ce verrouillage des heures supplémentaires au niveau des branches. Pourquoi les branches ne permettent pas de payer les heures supplémentaires moins chères dans les entreprises ?» Eh bien, on lui a tout simplement répondu parce que les partenaires sociaux ne le souhaitent pas. Partenaires sociaux, y compris les entreprises, au niveau des branches,
qui effectivement, la plupart du temps, ne permettent pas ces dérogations dans les entreprises, y compris les chefs d'entreprise. C'est leur intérêt, autant que ceux des salariés, de maintenir cette régulation pour empêcher le dumping social dans les entreprises. Alors évidemment, ceux que vous entendez ici à cette tribune, les représentants nationaux interprofessionnels, vous disent des choses différentes. Quand on écoute Monsieur Gattaz, il va vous dire exactement le contraire de ce que disent ses représentants dans les branches qui, eux, ont bien compris l'intérêt d'harmoniser les conditions sociales dans les branches pour permettre le développement des entreprises. Sinon, c'est la loi de la jungle. On aura un code d'entreprise, un code du travail par entreprise, tout le monde se fera concurrence, ça s'appelle du dumping social. Ce qu'il faut également retenir là-dedans, dans ce projet de loi, c'est son fondement, son prétexte, que nous considérons comme particulièrement choquant. C'était bien illustré dans une phrase du livre de Robert Badinter et d'Antoine Lyon-Caen. Une phrase seulement. Et qui a créé, comme vous l'avez suivi, beaucoup de polémiques, puisque dans cette phrase, il liait le chômage et le droit social. Une véritable révolution. C'est la première fois que des dossiers éminents de personnalité faisaient ce lien que nous contestons par ailleurs. De notre point de vue, il n'y a pas de lien entre le chômage et le droit social. Si c'était le cas, ça se saurait. Et si c'était le cas, il y a belle lurette qu'il n'y aurait plus de chômage en France. Jean-Claude Mailly, Force ouvrière. Qu'il y ait bien entendu la loi, qu'il y ait des accords de caractère nationaux interprofessionnels, des accords de branche et des accords d'entreprise. Et tous ces niveaux doivent être respectés. Or là, que constate-t-on? On constate à la fois avec les trois ordres qui sont retenus, l'ordre public, l'ordre conventionnel et la négociation d'entreprise, qu'on est en train de remettre en cause cette articulation des niveaux et cette hiérarchie des normes. Et que dans certains cas, la branche est complètement squeezée. Je vais prendre l'exemple des heures supplémentaires. Aujourd'hui, sur les heures supplémentaires, la durée légale du travail, 35 heures, les premières heures payées 25%, les autres 50%. On peut, par un accord de branche étendu, modifier et passer de 25 à 10%. Une seule branche, dans le secteur du tourisme et des loisirs, a négocié ce type d'accord. Ça veut dire que même dans les autres branches, il n'y a pas eu de demande, y compris du côté patronal. Là, la branche n'existe plus. Et on passe directement à l'entreprise. Et c'est au niveau de l'entreprise qu'on décidera par un accord ou par un référendum, on décidera si c'est 10%, si c'est 15%, si c'est 20%. Alors je pourrais multiplier les exemples, c'est pas tout. Un seul instant que dans une négociation d'entreprise, l'entreprise étant le lieu où la pression peut être la plus forte sur les salariés. Y compris quand l'entreprise a des difficultés, on va dire aux salariés, écoutez, si vous voulez éviter des suppressions d'emplois, peut-être qu'il faut payer moins les heures sup, ou il faut accepter une baisse de salaire, ou il faut accepter une augmentation de la durée du travail. Alors qu'à la branche, au niveau de la branche, la liberté est plus grande, ce qui n'exclut pas, bien entendu, les négociations d'entreprise. Et nous avons signé dans toute une série d'entreprises, quand il y avait des difficultés, des accords, je pense à Renault, je pense à Peugeot, ou à d'autres entreprises. Si l'objet d'une négociation est d'améliorer la situation des salariés, vous pensez que c'est utile de mettre un 30%, 50%, mais tout le monde signe. S'il s'agit d'augmenter, d'améliorer, ou de garantir ou d'améliorer les droits des salariés. Donc si l'on met déjà, ce qui était prévu en 2008, un critère de 50%, et aujourd'hui 30% plus référendum, c'est bien pour justifier une dérogation, et une dérogation au sens en moins pour les salariés. C'est le maintien de l'emploi. J'attire votre attention, mesdames et messieurs les députés, sur le fait qu'en 2013, lorsque vous avez débattu et voté l'accord sur la sécurisation de l'emploi qui faisait suite à un accord national interpro que FO n'avait pas signé, il y avait dans cet accord, pour un salarié qui refuserait l'application de l'accord, qui refuserait donc de voir modifier son contrat de travail, ce qui est son droit, il était licencié pour motif personnel. Sui generis. Nous avons obtenu à l'époque, Force ouvrière, je le dis clairement, de la part des élus de la nation, que ce ne soit pas un licenciement pour motif personnel, mais un licenciement économique, personnel. Ce qui veut dire que le salarié bénéficie des procédures de reclassement et d'accompagnement liées au licenciement économique. Tiens, c'est marrant. Dans le projet de loi, dans les accords dits maintenant de préservation et de développement de l'emploi, ce n'est plus un licenciement économique. On retrouve à nouveau
la question du licenciement individuel. Hein, donc contre ce que vous avez voté il y a maintenant 3 ans, en 2013. Les NAO, qui deviennent non plus annuels et obligatoires, mais qui sont maintenant sur 3 ans. Et si